Il faut qu'on passe maintenant à quelque chose de super important, c'est comment j'ai pu acheter ce bien aux enchères sans même enchérir. Et hello les amis! Encore une fois, on va faire une infraction. J'ai l'impression d'être un cambrioleur. Bon, moi, il n'y a pas le choix, hein. Bienvenue chez moi! Vous avez compris comment ça allait se passer, hein? Il y a des vis partout. Et regarde. Il y a un passage. Donc là, clairement, hein, normalement, on n'a pas à retirer ça. Hop. On est parti sur une mise en danger encore une fois. Voilà, ça va être l'entrée. Ok. Bon, un peu dangereux. Oh bah si, il y a un accès. Ouais, je comprends rien, faut que je passe là-dessous. Bon, allez. Putain, j'en ai marre de faire ça. Ah, c'est pas possible. Je viens d'acheter une maison, bien évidemment, j'ai pas les clés. Je vais vous expliquer un petit peu les conditions de l'acquisition de cette maison après être entré à l'intérieur. Welcome. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour ensemble. Putain, je commence à me casser la gueule direct. Bon, il y a des tranchées au sol, ok. C'est qu'on fasse un petit tour de cette maison et que je t'explique après comment je l'ai acheté. Donc la première des choses, ça va être de pouvoir y entrer parce que, comme d'habitude, j'ai pas de clé. Donc... Voilà, c'est génial. J'ai pas de clé, j'ai pas d'outils. C'est parfait. Ah merde, je me rappelais plus. Donc je l'ai visité il y a un moment. On va pas aller loin là. Bon bah cette porte est ouverte, mais ça ne sert absolument à rien. C'est la même merde. Much later. Bon, cette fois-ci, je me suis pas fait couillonner. J'ai demandé au vendeur en fait qui retrouve des clés au marchand et il en a trouvé. C'était un peu le bordel pour les avoir, mais tu vois cette porte, elle est intacte. J'ai pas eu besoin de la péter pour te faire visiter tout ça. Bon, pour commencer, je te pose ici. Hop, pardon. Il y a une raison. J'ai pas la lumière, donc je m'équipe. Allez, on est parti pour la visite. Ok, visite complète de l'intérieur et de l'extérieur du bien. Donc là, c'est par où on est rentré préalablement, la porte d'entrée. Et quand tu rentres d'ailleurs direct, ce que tu vois au sol, tu vois, j'ai mis des cartons, mais en fait, tout ça, c'est de l'huile partout. C'est de l'huile qui veut dire qu'il y avait un gros tas de merde. En fait, il y avait des machines-outils dans cette maison. Donc tu vois, un toit en polycarbonate. Donc ça, c'est de la merde, hein, comme d'habitude. Mais pour nous, c'est génial parce qu'à chaque fois qu'on voit une merdouille, moi, ce que je vois, c'est une baisse de prix, hein, tout simplement. Un truc que les gens ne veulent pas. Les gens ne s'imaginent pas en fait qu'on peut habiter dans des choses pareilles. Moi, je vois, là, franchement, ce que je vois, c'est une surface vide. Donc j'ai négocié le fait de retirer tout ce qu'il y avait. Il y avait des outils partout, du matériel partout. Donc là, le plancher tout très alourdi, là, tout le bordel. Enfin, franchement, c'est du méga solide. Le mec qui habitait ici, il a fait un beau travail là-dessus. Donc ouais, moi, ce que je vois, c'est des espaces vides. Et des espaces vides, il n'y a plus qu'à les combler. J'ai pas du placo à la con enlevé sur les murs ou des choses comme ça. J'ai juste à enlever vite fait les 2-3 trucs qui traînent et à kiffer. Tu vois, ici, je vois bien une suite parentale avec une fenêtre énorme. Tu vois, ça peut faire flipper tout ça. Mais c'est vraiment, quand tu as l'œil, c'est génial. Donc là, il y a une petite cave. On va aller faire un tour. Hop là. Hop. Elle n'est pas trop mal cette petite cave. Elle est même plutôt sympatoche. J'ai pas encore regardé s'il y avait des trucs à prendre dedans. Non, tout m'a l'air vide. C'est de la merde tout ça, non? Moi j'y connais rien en vin. Ouais. Bref, ouais, à mon avis je vais pas trouver un Pétrus ou un truc comme ça. Yep.
merde. Bon, je suis vivant. Ok. Ici, j'imagine un grand salon, salle à manger. Ici, ouvrir le mur pour mettre une cuisine derrière. Je vais te montrer comment c'est derrière. On a bien évidemment l'escalier moderne. Il est tout neuf, nickel. Tu vois, tu n'as aucun risque sur ce genre d'escalier, bien évidemment. Hop. Je fais gaffe quand même. Et là, ici, belle surface, encore une fois. Donc le plancher, tu vois, méga dur. On a une charpente traditionnelle. Là, par contre, il n'y a pas de toiture pour moi parce qu'au-dessus, c'est du shingle. Clairement, ça, c'est... Il faudrait redoubler ici tous les chevrons pour refaire une charpente traditionnelle, une toiture traditionnelle avec de la tuile de pays. La charpente en soi, elle est super belle. Elle est magnifique. Tu vois, on voit ici toutes les pannes qui sont en bon état. La faîtière, l'intermédiaire. La sablière, on ne la voit pas, mais elle doit être derrière. Encore une surface ici. Tac. Et pareil, tout est en bon état, il n'y a pas d'humidité. Tu vois, la charpente, elle est nickel, quoi. Donc ça, c'est toujours du travail en moins à faire. Les gens vont se dire, il y a une toiture à refaire. Non, il y a juste une couverture à refaire et ce n'est pas la même chose. Là, une pièce un peu pourrie, mais je te la montre quand même. Tu vois, il faudra tout péter ici. Et ensuite, on a un escalier. On va retrouver l'entrée par ici, tu vas voir. Voilà, donc on a une pièce ici. Donc tu as remarqué, hein, pas de cuisine, pas de salle de bain, pas de chambre. Et un papier peint des années 60-70 pour les puristes, ben, dites-moi. Hein. Une fenêtre pourrie. Et on arrive ici vers l'entrée. Encore une pièce avec un plafond en je sais pas quoi. Et une arrière-pièce qui sert à je sais pas quoi. Bon, c'était un atelier, hein, clairement, c'était un atelier. On arrive dans l'entrée. Voilà, notre huile dégueulasse partout. Bien dégueulasse, comme on aime. Plus c'est dégueulasse, plus on aime. Bon, je vais te montrer l'extérieur de cette maison. Il y a un peu de bruit parce que ben, j'ai pas attendu, j'ai commencé. Et la première chose à faire, c'est de séparer par rapport au terrain du voisin. Donc l'entrée, elle se fait ici. Tu as vu mon camion. Et on a la maison qui est là. Le terrain s'arrête là, tu vois, il y a du orange. Le terrain vient jusqu'ici. Et là, ici, je vais monter un mur tout le long. La maison, la voilà. Elle a l'air d'être en plusieurs parties. On a le principal qui est derrière ici. Tout ça, clac, clac, clac. Et ensuite, ici, il y a eu un genre de rajout, une extension là. Tout ça, là, c'est l'extension. Moi, dans l'idée, tout ça, là, je veux le péter. Pour garder simplement un rectangle. Il faut savoir que la maison, il y a à peu près 200 mètres carrés de plancher. Si tu gardes la maison qui est là-bas, tu as 150 mètres carrés, ce qui suffit largement. Tu auras une maison rectangulaire, mais surtout, tu gagnes énormément de terrain ici. Donc, ce qui fait que tu aurais vraiment un terrain d'agrément qui serait super bien. Donc là, on est en train de creuser, mettre du poum-poum partout, taper tout ce qu'il faut. La partie qui est là-bas, bah, je te l'ai déjà montré quand j'ai voulu rentrer la dernière fois que je n'avais pas les clés. Et tout ça, comme tu peux le voir, ici, hop, pardon, clac, tout ça, c'est du shingle, donc à refaire complètement. C'est aussi ce qui peut faire peur aux gens qui veulent acheter. Il faut qu'on passe maintenant à quelque chose de super important, c'est comment j'ai pu acheter ce bien aux enchères sans même enchérir. Donc déjà, il faut comprendre qu'ici, il n'y a pas qu'une seule maison. Il y a cet atelier là et une autre maison qui est derrière ici. Je te la montre, hop, voilà. Elle était en vente avec le lot. Et c'est aussi pour ça qu'on est en train de faire ça, la séparation. Donc là, on aura un joli mur d'à peu près 1,80 m de haut pour bien séparer les deux lots. Donc, explication de la vente, parce que c'est là le point crucial à connaître, c'est comment s'est passée la vente. Donc, quand ils ont voulu vendre cette maison, ils ont fait une technique assez ingénieuse. Enfin, j'en avais jamais entendu parler avant. Donc, on va appeler la maison numéro 1 l'atelier et la maison numéro 2 maison numéro 2. Pour la vente aux enchères, ils ont dit, on va faire une vente pour l'atelier. Imaginons que l'atelier se soit vendu 100 000 €. On va faire une deuxième vente pour la maison qui est derrière. Imaginons que cette maison se soit vendue pour 200 000 € aux enchères toujours. Ils ont dit ensuite on va faire une troisième vente qui va comprendre le lot atelier et maison. Si la vente de l'atelier plus la maison en lot valait plus que les ventes séparées, c'était la personne qui avait enchéri sur le lot qui aurait remporté toute l'enchère au détriment des deux autres. Donc ça, c'est pour l'explication technique de comment se passe la vente. Une fois qu'on a pris connaissance du domaine technique de la vente, on est allé faire une visite. Et là, pour la visite, il y avait pas mal de monde parce que le prix d'appel était assez intéressant et le secteur est assez recherché. Pour la visite ici, on avait 15 à 20 personnes comprenant des marchands de biens et des particuliers qui voulaient acheter un bien. Par contre, ce qu'il fallait savoir, c'est que ici, il y avait quelqu'un qui habitait de la famille et qui ne voulait pas partir
sortir. Donc il a fallu attendre d'avoir l'autorisation de pouvoir venir pour visiter. Néanmoins, on ne savait pas s'il y avait quelqu'un dans la maison. Il y avait une personne de la famille qui était ici pour nous assister, plus l'huissier. Et lors de la visite, en fait, tout le monde avait peur parce que tout le monde se demandait ce qui allait se passer lors de cette visite, vu qu'il y avait comme un squatteur d'une certaine manière. Et à un moment, on était arrivé ici, pile poil là, devant la porte d'entrée de cette maison, et c'est la première porte qu'on devait ouvrir. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a décidé de rester loin, loin, loin là-bas. Moi, je me suis avancé, je suis un curieux, un petit peu téméraire, voire trop. Je me suis avancé en fait avec une personne de la famille ici. La personne de la famille a essayé d'ouvrir cette porte, et quand elle a ouvert cette porte, moi j'étais clairement ici, pile poil là. Et là, au moment où la porte s'ouvre, il y a un point qui sort de la porte et qui surgit pour, d'une certaine manière, agresser la personne de la famille qui était là. C'est une affaire de famille sur laquelle je ne veux pas m'épancher, mais j'ai pu éviter un petit peu un genre de carnage, je pense, heureusement. C'était un réflexe. Il n'y a pas de sauvetage ni quoi que ce soit. On est parti, tous les gens qui étaient là-bas se sont barrés aussi. Mais si tu veux, ça a mis une ambiance pour la vente déjà qui était assez anxiogène, tu vois. Du coup, on n'a pas pu visiter ni cette maison ni l'atelier. Et les gens qui devaient faire des enchères, on va dire, sans savoir ce qu'ils achetaient. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le gros œuvre extérieur et j'ai juste regardé si les 4 murs étaient bons. Et je me suis dit, s'il y a une enchère à faire, c'est en imaginant que les 4 murs sont bons, mais qu'il n'y a rien à l'intérieur de valable et qu'il faut tout refaire. Bon, c'était le cas, coup de chance, entre guillemets. Néanmoins, l'histoire la plus folle, c'est le jour de la vente. Bon, même si déjà là, c'était déjà un peu barré. Hein. Et ouais, j'ai gardé mon casque parce que pourquoi pas, on dirait. Hein. En même temps, j'en profite, je te fais visiter un petit peu tout l'environnement parce que la maison, là, cette maison qu'on voit que je n'ai pas achetée, hein, du coup, elle était vendue avec ça. Tout ça, tout le grand terrain que tu vois derrière. Hop. Attends, je te montre. Voilà, tout ce grand terrain. Tu vois? Bon, je t'ai posé sur un arbre, c'est plus facile pour moi. Donc le jour de la vente, c'était une vente qui se faisait en mairie. Une vente qu'on appelle à la bougie, ça veut dire quoi? Bon, en fait, ils allument des bougies, c'est un truc un peu à l'ancienne. La bougie descend, tu as le droit d'enchérir pendant que la bougie est allumée. Quand la bougie s'éteint, ils en rallument une. Enfin bon, c'est un truc un peu complexe. Les enchères sont ouvertes. Premier feu. Première enchère pour monsieur. 60 000 €. Premier feu. Premier feu. Premier feu éteint. Deuxième feu. Deuxième feu. 60 000 €. Deuxième feu. Troisième et dernier feu. Comme vous le savez maintenant, le troisième feu, c'est le feu qui adjuge. On s'en fout, ça n'a rien à voir pour l'histoire. Le truc qu'il y a, c'est qu'en arrivant, on était plus si nombreux que le jour de la visite. Les gens ont eu vraiment peur. Moi, quand j'entends peur, je me dis cool, il y a opportunité. Et au final, on n'était que 3 à pouvoir enchérir. 2 marchands de biens et moi. Je le savais parce qu'il fallait donner de l'argent au préalable pour pouvoir enchérir. Et j'ai su qu'il n'y avait que 2 autres personnes qui avaient donné de l'argent. Donc on n'était que 3 à pouvoir enchérir le jour de la vente. Donc déjà, je me suis dit, franchement, c'est cool. Je ne connaissais pas les autres personnes. Par contre, il y a un des marchands de biens qui m'a approché et qui m'a dit, est-ce que tu vas enchérir? Donc je lui ai dit, écoute, ouais. Et il m'a dit, quel bien t'intéresse? Donc là, il faut faire gaffe. On ne sait jamais si la personne veut prendre des renseignements pour te niquer, tout simplement. Mais je me suis dit, écoute, de toute façon, on verra bien. Et je lui ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'atelier sur le devant. Et là, le marchand me dit, écoute, parfait, moi, c'est la maison et le terrain qui m'intéressent, qui sont derrière. Il me dit ce que je te propose pour pas qu'on se taille la bourre et qu'on fasse monter les enchères pour rien. Il me dit moi j'achète le lot et je te revends l'atelier qui est devant au prorata. L'avantage c'est que du coup on va pas être l'un contre l'autre pour la vente et qu'il n'y aura plus que 2 personnes pour enchérir. Donc là pour moi ça pouvait être génial, sauf qu'on n'a pas le temps de signer un contrat et de mettre tout ça par écrit. Donc là clairement c'est une histoire de confiance entre lui et moi. Donc à ce moment-là, moment très important, il y a une chose que j'ai faite, c'est que je lui ai tendu la main et je lui ai dit la parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien, en le regardant droit dans les yeux. Est-ce que c'est bon pour toi? Et là il m'a serré la main. En me serrant la main, j'ai gardé sa main et je lui ai dit attention, pour moi, quand on s'engage, on s'engage. Il m'a dit pas de problème en me regardant droit dans les yeux. On avait scellé un accord verbal. Je ne savais toujours pas ce qui allait se passer par la suite. Néanmoins, je savais qu'entre lui et moi, on avait convenu de quelque chose. Pour moi, c'est hyper important. La vente arrive. Au moment de l'annonce des chiffres pour pouvoir enchérir, je me rends compte que la personne à qui j'ai serré la main n'enchérit pas, mais c'est une personne qui est à côté de lui qui enchérit. Et là, je me dis, est-ce que je suis en train de me faire douiller? Donc ce que j'ai fait en pleine audience, je me suis levé, je suis allé voir cette personne et je lui ai murmuré dans l'oreille, est-ce que ce que ton collègue m'a dit vaut pour toi? Il m'a dit ouais, t'inquiète pas. J'ai dit ok, j'avais l'accord des 2 personnes, pour moi c'était bon, je m'assois et je me tais. L'enchère se passe, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à un prix final qui me convenait très bien. On avait défini des prorata par rapport aux surfaces des biens pour définir le prix final des biens. Et moi j'étais super content du prix auquel il avait remporté l'affaire. Bref, on sort de là. Le problème c'est qu'on croyait tous que la personne qui habiterait dans la maison devrait partir immédiatement, ce qui n'a pas été le cas. Ça
Ça a mis 2 ans. 2 ans d'attente, 2 ans d'effort pour faire partir cette personne. Et là, ma bonne étoile, je pense qu'elle était là parce que n'ayant pas enchéri, n'ayant pas participé directement à la vente, j'ai pas eu besoin de bloquer de l'argent. Le marchand de biens qui avait remporté l'enchère a dû déposer la somme totale chez le notaire, la somme, le prix d'achat, et cet argent a été bloqué pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, tu ne peux pas utiliser cet argent pour le faire travailler, acheter des biens, les revendre éventuellement. Et donc là, pour moi, c'était tout bénef parce que je pouvais continuer avec mon argent à investir tout en ayant un compromis que j'ai signé avec cette personne par la suite, mais qui ne m'engageait pas financièrement. J'avais pas besoin de bloquer de l'argent pendant plusieurs années. Et lui a dû se débrouiller de toutes les démarches pour faire partir la personne. Moi, j'ai rien eu à faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux te le dire, la maison numéro 2, plus le terrain que je t'ai montré juste avant, le terrain est constructible. Et le mec va tout découper. Il va se faire un bon petit paquet de blé. Et d'ailleurs, tant mieux pour lui, félicitations. Et tu me diras, mais pourquoi tu l'as pas fait? Tu aurais pu tout acheter. Ben ouais, j'aurais pu, mais j'aurais eu mon argent bloqué pendant 2 ans. J'aurais eu des démarches administratives à faire, des complexités, appeler la force publique, faire partir la personne. Je me suis occupé de rien. Et moi, j'ai juste la maison qui est devant qui a un prix qui me convient parfaitement, sans avoir eu tous les problèmes que ce mec-là a eu pendant 2 ans. Bon, déjà, c'est pour te montrer que de l'argent à faire, il y en a. Des complexités, il y en a. Et plus tu as de complexité, généralement, plus tu as d'argent à pouvoir te faire par la suite parce qu'il y a peu de personnes qui veulent se positionner sur les biens complexes. Tout le monde veut de l'argent facile. L'argent facile n'existe pas. Ce qui arrive facilement repart généralement très facilement. Maintenant, on va parler des chiffres. Combien j'ai acheté ce bien? Donc, le bien fait en gros aujourd'hui 200 mètres carrés. Moi, au final, je compte casser une partie pour avoir vraiment une surface rectangulaire sympa, refaire les pierres à l'extérieur pour que la façade soit super jolie, refaire la couverture. Donc il y a quand même beaucoup de travaux à l'intérieur. Néanmoins, le prix sur le secteur est à plus de 3 000 € du mètre carré, une fois terminé bien sûr. Donc là, à l'achat pour ces 200 mètres carrés, moi j'en compte que 150 puisque c'est ce que je vais garder, ça m'a coûté 98 000 €. Enfin, 98 000 €, c'est ce qu'on avait convenu au départ. Il y a un mur de séparation que tu vois que je suis en train de faire. On a convenu d'un prix pour ce mur de séparation. On a dit que ce mur coûterait 8 000. Mais vu qu'il nous sert à tous les deux, on a dit, bah, écoute, ça nous coûtera 4 000 € chacun. Sauf que plutôt que de mettre 4 000 € chacun pour faire ce mur, on a dit c'est simple, le marchand de biens a enlevé 4 000 € du prix d'achat du bien et les autres 4 000 € je les prends à ma charge pour réaliser le mur, pour acheter le matériel et faire tout ce qu'il faut. Donc en gros le bien, je l'ai acheté 98 000 € moins les 4 000 € pour le mur, 94 000 €. Donc à moins de 100 000 €, j'ai une maison qui fera 150 mètres au final, une fois les travaux réalisés. Ce qui est marrant, c'est que cet atelier, il est dans le même village d'une maison que j'avais vendue précédemment. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus et qui s'était vendue dans les 450 000 € pour une surface inférieure. Donc je sais qu'ici, au minimum de minimum, ça se revend 450 000 € une fois fini. Tout en sachant que je vais certainement mettre encore plus de cachets ici, donc ça sera potentiellement plus que 450 000 €. Je vais te montrer quand même le terrain complet, tu le vois super bien. Le mec a fait une affaire au final, hein. Ça a pris 2 ans, il a bloqué son argent, mais clairement, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à se faire. Je sais plus s'il va faire 4 terrains ici. Mais tu vois, franchement, c'est tout plat. C'est nickel, tu es en arrière-rue, tu es au calme. Bien, mais il fallait avoir les couilles entre guillemets de le faire. Hein. Donc ici, c'était pas une affaire facile, c'est surtout hyper stressant. On n'arrive pas à quantifier la notion de stress quand on est entrepreneur ou investisseur, mais elle fait partie aussi du métier. Et ça a une valeur en fait, ça a une valeur monétaire. C'est-à-dire que le temps où tu stresses, tu peux pas le montrer aux gens, mais ça fait partie du boulot difficile que les gens ne veulent pas faire et que toi, si tu oses faire, que tu veux faire et que tu as les capacités de faire, te permettent de gagner de l'argent au final parce que tu prends le stress pour quelqu'un d'autre aussi. C'est là aussi où c'est super important de savoir gérer son stress pour réussir en immobilier. C'est long, on a des complexités et il va falloir être très résilient si tu veux réussir en immobilier. Néanmoins, il y a vraiment de l'argent à se faire, comme je te le dis à chaque fois, et c'est aussi pour ça que je te montre un petit peu tous ces biens. Est-ce que toi, tu aurais pu faire ce genre d'achat déjà au niveau financier? Je veux dire, est-ce que tu avais les capacités d'acheter un bien pour 94 000 €? Est-ce que tu avais les moyens de le faire? En gros, est-ce que tes revenus te permettent de lever de la dette, de faire un emprunt bancaire à hauteur de 94 000 €? Oui ou non? D'ailleurs, c'est un bien qui peut s'acheter et se revendre immédiatement. Si c'est une bonne affaire, je le remets en vente tout de suite sur le marché. Je devrais pouvoir le revendre plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc en gros, je fais une signature à l'achat, une signature à la vente. Je monte un mur et je fais de l'argent théoriquement. Donc toi, est-ce que ça, tu aurais pu le faire? Et bien en fait, oui, parce que acheter un bien à 100 000 €, tu vois, on n'est pas sur 1 million, 10 millions. C'est quelque chose que je pense que 90% des gens qui me regardent aujourd'hui, vous pouvez le faire en fait. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez soit pas les connaissances techniques, soit pas l'envie, ça peut arriver, soit une appréhension. Et comment enlever l'appréhension, comment enlever la peur de réaliser ce genre d'opération? C'est super simple, c'est les connaissances. Ce qui remplace la peur, c'est les connaissances. Tu regarderas tous les moments où tu as peur, c'est des moments où tu sors de ta zone de connaissance. Quand tu vas faire un examen, par exemple, tu veux passer le bac, tu flippes avant de passer le bac parce que tu penses que tu ne sais pas que tu vas réussir. Tu te demandes si tu vas avoir ton bac. La première fois quand tu rencontres une nana ou quand tu es une nana et que tu rencontres un mec, ouais, salut chien. La première fois que tu vas faire l'amour, tu es en flip.
Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Les autres fois, tu n'es plus en flip, tu sais comment ça se passe. C'est les connaissances le secret. Donc c'est aussi le but de te montrer tout ça, c'est que tu prennes des connaissances pour que le jour où toi, tu veuilles investir, tu n'aies pas peur. La peur, théoriquement, c'est une indication que tu es en train de t'améliorer. C'est-à-dire que tu vas dans une zone que tu ne connais pas et le moyen d'en sortir, c'est d'apprendre ce qui peut te sortir de cette peur. Quelqu'un qui se fait agresser dans la rue et qui a eu peur, la fois d'après, il va apprendre un sport de combat et le jour où il se fait agresser, il saura comment réagir. Il ne réagira pas avec la peur, il réagira avec la connaissance de comment briser en deux les bras de son agresseur, tu vois. Si on peut leur péter les dents, moi ça me va bien. Bon, j'espère que ce tour du propriétaire t'aura plu. L'idée c'est qu'on voit un petit peu la suite des travaux, la suite à réaliser ici. Je vais avoir des demandes à faire bien évidemment, donc ça va prendre un petit peu de temps. Si tu as des idées pour les travaux ici, mets-le en commentaire, c'est toujours cool d'avoir des nouvelles idées. Surtout que vous êtes généralement super créatifs. C'était Denis en mode spéléo. Et comme à chaque fois, investis en toi.